Bonjour, rebonjour. On va accueillir maintenant la famille Gros-Perrin avec Guillaume, le digne successeur familial, Oui. donc dans le milieu du cognac cette fois-ci. Alors, tu vas te présenter en quelques mots déjà d'où tu viens, ce que tu fais et la famille. Eh bien, donc, je m'appelle Guillaume Gros-Perrin. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai repris derrière mon père qui était courtier de campagne. En tant que courtier, mon père, en fait, était quelqu'un qui visitait les petits producteurs pour récupérer des échantillons, pour les proposer ensuite à des producteurs, à des négociants qui achetaient. Voilà. Et quand j'ai repris il y a 20 ans, c'était avec le projet de devenir plus négociant-éleveur, c'est-à-dire quelqu'un qui achète des fûts et qui les porte dans des chais pour les faire vieillir et les emmener vers une qualité voir la qualité sur le long terme. Voilà. Donc c'est un travail un petit peu différent de celui de l'embouteilleur indépendant. C'est le métier d'éleveur. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans le cognaquet Eh bien, très récemment, nous sommes l'une des plus jeunes maisons de cognac, puisque le cognac, ça fait à peu près 20 ans ça fait 25 ans, quoi, voilà, que la société est établie, donc c'est très récent. Dans l'univers du cognac, où les maisons peuvent avoir plusieurs siècles d'existence. Alors Nous justement, ce sommes, qui est intéressant, parce que dans le milieu du rhum, oui. on est plusieurs maintenant à s'ouvrir sur le cognac, parce qu'il y a beaucoup de choses Mm. qui commencent à avoir de commun avec nos goûts personnels et puis même Oui. vos embouteillages. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer quels sont les différents types de cépages, comment est défini les différentes appellations? Alors, bon, déjà, le cognac, c'est une eau de vie de vin, hein, c'est ce qui va la différencier du rhum, qui va être une eau de vie le plus souvent de canne à sucre, de mélasse, enfin, ou autre. Et donc, c'est produit dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, qui est donc cognac, qui est une grande aire d'appellation, puisqu'elle fait à peu près 85 000 hectares de surface plantée, ce qui en fait une des plus importantes en France, avec près de 3 500, 4 000 producteurs aujourd'hui en activité. Alors on s'en rend pas beaucoup compte, puisque le cognac n'est vendu qu'à 3% en France de toutes ses ventes. Néanmoins, c'est une part très importante de l'activité des vins et spiritueux en France. Alors les cépages qu'on trouve le plus sur ces 85 000 hectares, ça va être l'Uni blanc, qui représente à peu près 98% de l'encépagement. Alors c'est quelque chose qui est à la fois compréhensible, dans la mesure où c'est un cépage qui est résistant, qui est solide, qui se plaît bien à cognac, et qui nous donne une très bonne qualité pour distiller après distillation, puisqu'on va avoir des vins acides avec une belle maturité également. Donc du coup, c'est pas étonnant si l'Uni blanc est devenu majoritaire. Néanmoins, il y a d'autres cépages comme la Folle Blanche, le Colombard, le Folignan, le Sémillon un petit peu, bon, qui sont des cépages qui sont qualitatifs, mais qui sont souvent utilisés pour d'autres choses. Par exemple, le Colombard, on va l'utiliser beaucoup pour les pinots, parce que c'est un vin un peu plus chaud, un peu plus gras, et en fait, il se prête très bien à la fabrication de pinot. Voilà. Et du coup, l'ancienneté des cépages, c'est un petit peu ce qu'on retrouve au niveau des vins, puisque nous, on est dans la région bordelaise. Oui. Donc le renouvellement de cépages dans ce milieu-là, c'est... Alors, bon, la problématique qu'on a à Cognac, c'est que nos vignes ont besoin de produire beaucoup. En fait, cette forte production va permettre d'avoir à la fois de l'acidité, et puis, il ne faut pas oublier qu'il nous faut 10 litres de vin à peu près pour faire un litre d'eau de vie, avant vieillissement. Donc nécessairement, 85 000 hectares, ça peut sembler très grand, mais c'est à mettre en rapport avec la production globale de Cognac, qui n'est pas équivalente à celle d'une production de vin sur une même surface. Donc, Et d'autant plus qu'il y a eu des choses dans l'ancien temps où il a fallu avoir des arrachages de cèpes, d'avoir un... alors Cognac a connu de nombreuses crises. On dit que le marché du cognac est un marché qui oscille toujours comme ça. On dit aussi, et à Bordeaux, vous êtes bien placé pour le savoir aujourd'hui, il y a des crises en fait successives qu'on a connues aussi à Cognac. Et c'est pour ça aujourd'hui on est très touché par ce qui se passe à Bordeaux en tant que vigneron et négociant charentais, parce qu'on l'a connu ça. Et on sait combien c'est difficile, Oui. et c'est quelque chose enfin, moi personnellement, me fait beaucoup de peine, hein. Voilà. Donc ces crises-là, en fait, ont permis, non, malheureusement pas que du positif, sinon ça se saurait. Loin de là. À Cognac, elles nous ont
ça a permis en fait de prendre des décisions qui étaient plus ou moins heureuses, mais qui étaient contraintes dans tous les cas. Et ces décisions-là ont fait que le vignoble aujourd'hui va aussi un peu mieux. On était trop nombreux, il y avait trop de monde. Donc c'était quand même une réalité quoi, par rapport au marché. Euh, bon, aujourd'hui, on est plus à replanter qu'autre chose, mais on a de la chance. Je sais quelle chance on a pour avoir, moi aussi, connu la crise. Il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça. Voilà. Oui. Est-ce que ça fonctionne justement en termes de conservation, de travail, un peu comme des vignes du Bordelais, ou est-ce qu'il y a une autre manière de... Alors, non, c'est la même façon de travailler. On fait du vin, de toute façon, pour faire du cognac. On fait un vin blanc. Après, il y a quelques points qui diffèrent, c'est-à-dire qu'on va effectivement avoir des rendements à l'hectare beaucoup plus importants parce que on va chercher de l'acidité et de la maturité. Et pour avoir l'un comme l'autre, eh bien, on ne peut pas travailler avec 30 hecto-hectares où on aurait un manque d'acidité. Donc, on va chercher justement des rendements plus importants. Un rendement moyen à 100 hecto-hectares est un bon rendement. Alors évidemment, à 100 hecto-hectares, la vigne va s'épuiser plus vite. Eh oui. C'est-à-dire qu'on va avoir, ça va être plus difficile de trouver des vignes de 70 ans d'âge à Cognac que dans d'autres appellations viticoles, parce que tout simplement, la plante est moins sollicitée, quoi. Et est-ce qu'on retrouve ces millésimes, c'est-à-dire que vous, les connaisseurs, vous pouvez, en goûtant une certaine cuvée, dire bah, ça c'est tel millésime, c'est telle décennie, Alors oui, bien entendu, les prix des eaux de vie, lorsqu'on parle technique, c'est-à-dire en tant que négociant éleveur, lorsque je vais à la propriété, c'est pas l'année qui fait le prix de l'eau de vie. C'est pas l'année, c'est la qualité de l'eau de vie, c'est la qualité d'échantillon. Et donc, peu importe que l'eau de vie elle ait 30 ou 50 ans, en fait, l'année n'y est pour rien dans la détermination du prix. Alors évidemment, lorsqu'on parle de cognac jeune, de cognac de moins de 10 ans, si, là oui, il y a une notion de prix qui est très forte et qui est très formalisée. Un compte 2 vaut tant, un compte 4 vaut tant, un compte 6 vaut tant, avec une petite marge de manœuvre en fonction de la qualité, en fonction du cru. Sur les vieux cognacs, c'est tout à fait différent. C'est la qualité de l'eau de vie qui va faire le prix. Alors, tu parlais des négociants et des producteurs. Quelle est la différence? Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas trop cette notion dans le milieu du rhum. Oui. Donc, comment tu peux expliquer la différence entre les deux? Alors, donc, la notion principale, il y a différents types d'opérateurs à cognac. Il va y avoir les producteurs, qui sont des gens en fait qui produisent du raisin et qui vont produire du vin et éventuellement le faire distiller. Dans ce cas, ils seront producteurs bouilleurs de cru. C'est-à-dire ils ont la capacité de distiller eux-mêmes leur propre récolte. Alors parmi eux, vous avez des gens très très doués qui vont être très bons à la vigne et très bons à la distillation. Et ces gens-là vont parfois pouvoir conserver un peu de cognac. Mais la différence avec le vin, c'est qu'un cognac a besoin de temps pour vieillir. Et c'est très difficile de demander à un producteur bouilleur de cru ou à un producteur tout court de conserver sa production sans la vendre pendant parfois plusieurs décennies. On ne peut pas faire ça. Alors c'est pour ça que les négociants ont pris le relais. Et historiquement, ce sont les négociants qui stockent, puisqu'ils sont propriétaires de plus de 90% du stock de la région et qu'ils expédient plus de 98% des ventes de cognac dans le monde. Alors, ce sont les négociants, finalement, qui sont des relais naturels de la production. Et donc, il y a la nécessité de travailler ensemble. Et évidemment, dans les moments de crise, c'est très difficile, puisque les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Mais quand tout va bien, et on a la chance d'avoir connu ça, je dirais que depuis cette année, ça va moins bien. Mais enfin, pendant les années qui nous ont précédés, il y avait une relative harmonie, une relative bonne entente entre négociants et producteurs grâce à cette situation positive, quoi. Donc, du coup, ça veut dire que le négociant rachète directement les fûts au producteur Oui, et c'est lui qui prend la charge en fait du vieillissement. du vieillissement. Voilà. Alors, en termes un peu plus techniques, est-ce que ce vieillissement se fait toujours dans des conditions d'hygrométrie particulières Eh bien, alors, il va y avoir différents types de négociants, je dirais. Il y a les négociants sans stock, ceux qui vont être l'équivalent d'embouteilleurs indépendants, qui vont acheter et revendre. Alors, revendre en bouteille, c'est ce qu'on connaît dans le rhum avec les embouteilleurs indépendants, ou revendre en vrac, c'est ce qu'on connaît avec les courtiers, alors que certains dans le rhum connaissent bien, les courtiers hollandais par exemple. Donc, eh bien, il y a la même chose à Cognac, c'est ce qu'on appelle le second marché. Et, euh, et puis,
Je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs sur le. Au niveau du stockage, Ah oui, voilà. l'hydrométrie, Et donc effectivement, donc il y a les négociants avec stock et eux en fait vont avoir différentes contraintes. Les gros négociants n'ont pas beaucoup le choix de l'hydrométrie, n'ont pas beaucoup le choix d'échelle parce qu'ils ont des contraintes de sécurité, les normes Céveso liées au stockage d'alcool en volume très important, qui font que là, eh bien, on est sur du stockage contraint. Voilà, c'est-à-dire sur des rimes, sur plusieurs hauteurs, dans des chais avec des portes coupe-feu, des murs coupe-feu, etc. Donc là, c'est pas un vieillissement très romantique. Par contre, sur les petits négociants dont nous faisons partie, le travail du vieillissement a une dimension beaucoup plus artisanale. Et là, pour le coup, on va avoir le choix des chais. C'est-à-dire qu'on va privilégier non pas des chais avec des normes de sécurité importantes, avec des contraintes techniques fortes. On va plutôt privilégier des chais de qualité. Alors, par exemple, chez nous, chez Gros Perrin, il y a une dizaine d'années de ça, j'ai rénové entièrement des chais qui se trouvaient en bord de Charente, à Saintes, pour retrouver des conditions de vieillissement idéales, c'est-à-dire avec une hydrométrie assez forte, et puis des fortes variations de température, puisque à Cognac, c'est ça qu'on va chercher. On va chercher à la différence du vin, où on va chercher des conditions d'hydrométrie relativement stables. À Cognac, on va chercher justement une bonne température en été et une température assez faible en hiver. Et alors, cette variation amène quoi? Eh bien, l'eau de vie va travailler dans le fût. C'est-à-dire que, de par simplement l'effet de contraction des liquides, eh bien, on va avoir un mouvement qui se passe dans le fût. Et puis, l'eau de vie va être mise face à des contraintes de température qui participent, avec le bois également, qui va travailler. Et en fait, tout ce mélange-là eh bien, participe du vieillissement. Donc, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Et il y a aussi quelque chose d'important. Quand on fait du vieillissement sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, eh bien, on a besoin d'évacuer tous les faux goûts. Vous voyez, tous les goûts de cave. Les goûts de cave, le goût de champignon, par exemple. Et alors ça, vous procédez comment pour le faire? Eh bien, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de chais aérés, plutôt en surface, pour justement avoir cette ventilation naturelle. Par exemple, à Saintes, nos fûts sont surélevés, et ce qui va permettre d'avoir un effet de ventilation par-dessous, par-dessus, de tous les côtés. Et ça, c'est vraiment un élément important du vieillissement. Il ne faut pas qu'il y ait de goût, de faux goût qui puissent entrer comme ça dans la barrique. Alors, ça veut dire que vous conservez les fûts en brut de fût? On conserve les fûts essentiellement en brut de fût, mais on peut aussi réduire pendant le processus de vieillissement. La réduction, en fait, ça va apporter quelque chose de, ça peut apporter quelque chose de positif. Voilà. Mais juste, il ne faut pas que ça se fasse tout de suite. Il faut, à mon sens, plusieurs années entre la dernière réduction et la mise en bouteille. Et en termes de tonnellerie, est-ce que Oui. vous fonctionnez avec un type de bois spécifique à la région? Est-ce que vous importez des bois d'ailleurs? Comment ça se Alors, passe bon, la région de Cognac a la chance d'avoir une industrie de la tonnellerie qui est très forte et qui alimente d'ailleurs les autres régions viticoles françaises. On a de très 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 bons tonneliers. Oui, on a la possibilité on a la possibilité de jouer avec plein de choses. Bon, moi je suis sur des cognacs assez vieux, anciens, traditionnels. Donc je privilégie la maison Taranceau, qui est pour moi une maison excellente en termes de qualité parce qu'ils contrôlent leurs approvisionnements en bois et ils ont un véritable savoir-faire traditionnel avec les chaufferettes au bois, avec aussi des savoir-faire techniques qui leur permettent d'évacuer par exemple les douelles où les fibres seraient cassées. Enfin voilà, des choses assez pointues qui font que je n'ai jamais été déçu. Et c'est quel type de bois qui est utilisé pour ces fûts-là? Alors, c'est du chêne français. Chêne. En l'occurrence, chez Taranceau, c'est du chêne français. Donc, on peut choisir entre du grain fin, du gros grain. Et chez nous, on privilégie le grain fin, qui va apporter plus de finesse et qui va apporter moins de vanilline, moins de sucrosité au vieillissement. Mais c'est un choix qui correspond en fait à la qualité de nos cognacs, quoi. Justement, c'est ce choix-là qui apporte la plus-value de la maison Gros Perrin, je suppose. Oui, Parce- ça y participe. Voilà. Ça y participe parce Sur que la sélection et cette manière de conserver les choses. Parce Oui. que du coup, dans vos chais, allez, on va parler un petit peu de tes vieux millésimes. oui. Le plus vieux que vous ayez encore, c'est quoi? Alors bon, en fût, hein. En Oui, en fût, fût, ouais. c'est pas un millésime, hein. C'est un cognac qui est scellé, certes, parce qu'il bénéficie d'une histoire et d'une traçabilité qui est suffisante pour en parler, mais en aucun cas je n'écrirai l'année sur l'étiquette, par exemple.
Notre réglementation en matière de millésime étant la plus stricte au monde, donc du coup, je ne le ferai pas. C'est ce qu'on Voilà. évoquait tout à l'heure sur Oui, l'appellation héritage, sur la exactement. Voilà. différence. Entre millésime, héritage, entre les différentes qualités. Bon, néanmoins, en chai, qui n'est pas à la vente aujourd'hui, nous avons un 1914-1920 qui est toujours en fût. Et puis après, en bonbonne, on remonte bien plus loin, puisqu'on remonte au début du 19e siècle. Ah oui, quand même. On a la chance d'avoir des eaux de vie qui sont de véritables témoins historiques, en fait. Et donc, du coup, ces cuvées-là, exceptionnelles, parce que c'est plus qu'exceptionnel, Oui. vous les avez récupérées dans Alors, des petits chais abandonnés. Oui, il y a beaucoup d'anecdotes différentes. En fait, il faut savoir que au 19e siècle, il y avait beaucoup plus de producteurs qu'aujourd'hui. Et avant le phylloxéra, on avait une surface globale d'appellation qui était presque 2 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Ah oui. Donc on avait vraiment une production de cognac qui était massive, à la nuance près qu'au 19e siècle, on ne faisait pas 100 hecto-hectares. On était beaucoup moins. Donc en fait, en termes de volume global, en réalité, il y en avait moins. Voilà. Mais quand même, il y avait beaucoup de gens impliqués. Et donc tous ces gens-là ont pu conserver des stocks. Et certains ont eu la chance d'avoir un travail à côté, d'avoir une entreprise à côté, d'avoir autre chose qui leur permettait de vivre avec ces stocks sans avoir la nécessité de les vendre. Et évidemment, on est toujours enchanté de rencontrer des gens qui ont cette histoire-là, parce Oui. qu'ils ont souvent des vieux cognacs. Et c'est passionnant. Voilà. On va juste dire. Une chose intéressante au travers de ça aussi, c'est de savoir à quel moment c'est trop vieux. Ouais, On se pose alors, toujours la question, nous aussi, dans le oui, vin. Alors, dans le rhum, on n'a pas trop pour l'instant ce genre de questionnement. Mais à quel moment il faut arrêter de le laisser justement dans les fûts? alors, le vieillissement, c'est une courbe de Gauss, hein. C'est-à-dire qu'il y a, en termes de qualité, ça ne bouge pas beaucoup au début, et puis après, tout d'un coup, ça change beaucoup. Et à un moment donné, quand on arrive sur le top du vieillissement, on dit que le cognac tourne. C'est l'expression qu'on emploie à cognac. C'est-à-dire à ce moment-là, les rantios acquièrent une maturité et une délicatesse, une finesse, qui fait que on va encore gagner des choses dans la descente, si je puis dire. On va encore gagner des arômes intéressants, c'est-à-dire que on va fondre les tanins, on va rendre l'eau de vie plus douce, plus élégante, mais à un moment donné, on va perdre. Et là, ça va être le choix de chacun. Certains vont se dire, ok, j'ai trop peur d'abîmer mon eau de vie, alors je la mets en bonbonne. Alors ça nous est arrivé plusieurs fois d'acheter des eaux de vie qui avaient été mises en bonbonne trop tôt et de les remettre en fût. On a eu le cas là, récemment avec des 1948. Le producteur, un monsieur qui a 84 ans, s'est dit, bon, je vais les mettre en bonbonne. Il n'était pas confiant dans son vieillissement. Il les a mis en bonbonne. Et ensuite, pour moi, elles avaient encore un bon potentiel de 20 ans de vieillissement. Donc on les a remis en fût. Ok. Donc après, c'est le passage du coup sur des choses en dame Jeanne ou qui permettent de conserver et d'avoir aussi un autre travail dessus. Oui, alors la bonbonne n'apporte pas grand-chose en termes de vieillissement. C'est un contenant neutre en fait, hein. C'est une bouteille en verre. Ça permet C'est une de grosse conserver en fait. Du coup, comme il y a de plus en plus de vieillissements qui se font comme ça, même maintenant dans le rhum, c'est quoi le principe et l'avantage? En fait, j'appelle pas ça du vieillissement. Moi, j'appelle ça du stockage. Mais le stockage n'est pas inerte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un apport oxydatif, si jamais votre bonbonne reste ouverte, si jamais elle travaille dans un endroit où il y a des températures élevées, avec des mouvements de température, avec des choses qui se passent, bon, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais en soi, ce n'est pas du vieillissement. Le vieillissement, c'est un contrôle de l'échange gazeux et du bois avec l'eau de vie. Voilà, c'est-à-dire, c'est cette notion de contrôle. On sait ce qui se passe. Voilà, on sait ce qui se passe, on ne sait pas forcément la durée sur laquelle on va le laisser, exact. Néanmoins, on a quand même une idée assez précise. Donc, la notion de vieillissement va aussi avec la notion de contrôle. Le stockage, c'est du stockage. Alors, évidemment, vous gardez une bouteille chez vous ouverte, vous aurez aussi un changement qui va se produire. L'eau de vie, elle va changer dans la bouteille. Mais en soi, ce n'est pas vraiment du vieillissement, quoi. Voilà. D'accord. Au niveau des assemblages que vous commencez à faire aussi au niveau du cognac, comment Oui. tu fais le choix, toi, de Oui. prendre tel fût avec tel fût, tel pourcentage? Vous faites des tests en amont? Alors, je dirais l'assemblage, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le cognac. Parce que, ce qu'il y a de plus facile, à condition qu'il soit fait à une échelle artisanale, comme la nôtre. Lorsqu'on fait de l'assemblage à une échelle plus importante, le savoir-faire
est totalement différent. Et là, pour le coup, il y a un véritable savoir-faire. Quand on regarde les maisons comme Annecy, Martel, Rémy Martin et autres, travailler l'assemblage, en soi, c'est un travail exceptionnel d'être capable, avec autant d'eaux de vie différentes, puisqu'elle s'approvisionne au prix de milliers de viticulteurs différents, eh bien, d'être capable de reproduire une qualité élevée, toujours régulière, eh bien, c'est un travail extraordinaire. À l'échelle artisanale qui est la nôtre, faire de l'assemblage relève un petit peu d'un cuisinier Ouais. dans sa cuisine qui va avoir le goût, l'inspiration, le sens esthétique. C'est un mélange de tout ça. Et puis après, bon, évidemment, il y a la notion de savoir-faire, d'expérience, qui sait que, ok, bon, bah, si on assemble tel cru avec tel cru, telle qualité avec telle qualité, tel profil aromatique avec tel profil aromatique, on a de fortes chances d'obtenir ceci ou cela. Voilà. C'est des choses, tout ça, qui sont bien définies et qui relèvent de l'expérience. Mais enfin, dans l'ensemble, je dirais que le travail de faire vieillir un single casque, de sélectionner, choisir, trouver une très vieille eau de vie, de l'emmener au top de sa qualité, au bout de 10, 15, 20 ans de vieillissement dans nos chais, alors même que cette eau de vie, elle a déjà parfois plus de 50 ans, ça, c'est un travail qui est très exigeant et très difficile. Enfin, moi, tu sais quelle est ma marotte, hein, c'est le 52-22. Oui, Parce que c'est un équilibre justement de deux cuvées qui sont quand même très vieilles, hein, parce oui. qu'il y en a une qui a 100 ans, qui a plus de 100 ans. Alors oui, ça a été mis en bonbonne il y a une vingtaine d'années. Mais effectivement, c'est deux cognacs qui ont été assemblés par le producteur lui-même, à la demande d'ailleurs d'une grande maison qui prévoyait d'acheter ce cognac. Et l'affaire ne s'est pas faite, c'était justement pendant la crise à cognac. Et donc, les acheteurs ne tenaient pas toujours promesse. Et l'eau de vie est restée chez le producteur. Et quelle chance pour nous, parce Ah oui, oui, qu'elle est vraiment. très bonne. Parce que du coup, on a vraiment tous les arômes, comme tu dis, Oui. la courbe de Gauss, c'est cette sinusoïde où on arrive à l'apogée de quelque chose qui redescend mais qui est contrebalancé et qui est pepsé par Voilà. le deuxième. C'est vraiment un super produit. Oui, l'assemblage a cette capacité, ce miracle-là, d'apporter quelque chose de, de supplémentaire, quoi. On peut vraiment faire des choses chouettes avec l'assemblage, oui. Très bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous... déjà, on va regarder un petit peu le type de bouteille que tu avais pour qu'on les identifie. Oui. Là, par exemple, Alors, ça, c'est un numéro... alors, la collection... ça veut dire que... alors, c'est un On n'a pas parlé de borderie, petite champagne, grande Ah oui, c'est champagne, vrai. etc. On va le faire très succinctement. Oui. Alors, il y a Mais 6 c'est crus, important, ouais. il y a 6 crus à cognac. Grande champagne, petite champagne, borderie, fin bois, bon bois et bois ordinaire. Chacun de ces crus est en soi une appellation d'origine contrôlée au sein de l'appellation cognac, comme à Bordeaux, Médoc et autres. Et donc, eh bien, chacun de ces crus a un terroir spécifique qui est plus ou moins homogène, qui est plus ou moins, variable. Mais enfin, bon, il y a quand même une certaine régularité et on peut quand même assez bien définir un fin bois, une grande champagne, une borderie, etc. Là, en l'occurrence, c'est une borderie qui est très ancienne. C'est un eau de vie qui provient d'un très petit producteur près de Bury, dans les borderies. Donc, un plateau argilo-calcaire avec argilo-silicieux aussi. Enfin, il y a du silex, il y a tout ça. C'est un plateau, le plateau des borderies est une référence dans notre région et c'est pour ça que les borderies ont conservé cette spécificité alors qu'elles se trouvent à la frontière avec la Grande Champagne, la Petite Champagne, les fins bois. Parce que justement, il y a un terroir là qui est assez exceptionnel. Et ça, c'était la première école de ce monsieur. Et puis, bon, nous étant spécialisés sur les très vieux cognacs, j'ai eu la chance de pouvoir acheter sa récolte à lui. Et dans ce cas-là, eh bien, on arrive souvent à acheter des eaux de vie très anciennes parce que on est vraiment spécialisé là-dessus. Donc, on va offrir un prix, on va offrir un service quoi, associé à ces vieilles eaux de vie qui est tout à fait différent d'une grande maison. Et en soi, on est tout à fait complémentaires. Voilà. Moi, je vous engage tous à tout goûter, hein, parce que il n'y Merci. a pas un Oui. millésime qui est plus mauvais qu'un autre. Après, les différences, c'est chacun son palais. Hein, c'est Oui, comme dans le rhum, tout il à y a des fait. variétés différentes. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'un cognac, mais des cognacs. Parce que la manière dont tu évoquais de le conserver, et puis l'histoire personnelle, l'endroit d'où il provient, ça amène aussi d'autres typicités, aussi Oui. bien en parfum qu'en arôme. Pour avoir fait très récemment avec des amis du Rhum Club Aquitaine des dégustations en aveugle, on a piégé des amis Ah oui, en entre le mettant cognac du et le rhum et rhum. du cognac.
Parce qu'il y a vraiment des palettes aromatiques qu'on retrouve. Hein. Absolument. Bah, par exemple, cette borderie 70 là, a quelque chose de très gourmand, de très rond, un peu vanillé, parce que 70 était une année chaude et ça a tout de suite marqué en fait dans les fûts. Et on peut reconnaître à l'aveugle très facilement un millésime 70 d'un autre par ce côté assez chaud, gourmand, qui le rapproche en cela, je pense, de certains rhums. Et donc, ouais, tout à fait, on peut trouver beaucoup de similitudes entre le cognac et le rhum. D'ailleurs, autrefois, le cognac et le rhum entretenaient des rapports très étroits, au point qu'on mélangeait le rhum et le cognac, hein, ou le cognac et le rhum. Et dans beaucoup de lots du 19e siècle, j'ai trouvé des bouteilles de rhum où on trouvait ce cognac qui était vieilli dans des fûts de rhum et du rhum qui était vieilli dans des fûts de cognac. Il y avait un lien très étroit entre les deux appellations qui est surprenant. Et encore tout à l'heure sur le salon, là, j'ai goûté un cognac mélangé à du rhum. C'était délicieux. On va en parler un petit peu plus tard parce qu'on va Ok. avoir Anto tout à l'heure Ah voilà, voilà, c'est ça. en interview. Et donc, Et ce qui est ça intéressant, marche très très bien. justement, c'est de voir que maintenant, il y a aussi de plus en plus de rhums qui sont vieillis dans des ex-fûts de cognac. Oui, Voilà, absolument. justement pour amener Oui, cette oui. gourmandise et ce dont tu évoquais Les avant. les deux sont parfaitement complémentaires et ont une longue histoire commune. Très bien. Ben, je te remercie. Merci, merci à Et toi. puis, ben, n'hésitez pas à déguster Gros Perrin. Vous ne serez jamais déçus.